Les notes de cours EEG normal, anormal, ok, chapitre 1. On commence à la page 7 ici. Donc, anormal veut dire hors des normes. Et en EEG, lorsqu'on parle de tracé anormal, on réfère à un tracé ayant des caractéristiques qui sont différentes des activités normales. D'accord? Donc, les caractéristiques vont être différentes. Les anomalies sont habituellement associées à une dysfonction de la génération de l'activité électrique. Alors, on avait vu l'année passée, vous avez vos cellules pyramidales qui génèrent des courants. Okay? C'est des courants ioniques au niveau des synapses. Les cellules, tout dépendant de l'architecture des cellules, donc des cellules pyramidales, tout dépendant comment qu'elles sont disposées dans leur colonne, dans le cerveau, on a des types d'ondes, et puis si la personne est éveillée ou dort, c'est synchronisé, plus ou moins synchronisé. Okay? Donc, quand il y a une dysfonction, quand il y a une pathologie, quand c'est anormal, c'est que l'activité électrique est affectée parce que les cellules sont soit malades, détruites, sont mortes ou il y a des problèmes. Okay? C'est ça que ça veut dire. Fait que les anomalies sont habituellement associées à une dysfonction de la génération, donc de ce qui génère l'activité électrique dans les hémisphères ou dans le cortex. Il faut retenir que la grosseur et la distribution de la lésion jouent un rôle dans l'expression graphique de l'anomalie. Plus la lésion est grosse, plus ça va paraître. Plus c'est petit, moins ça va paraître, puis des fois ça paraît pas du tout. La distribution, c'est où? OK? C'est dans quelle aire? En frontal, occipital, temporal. Puis c'est où dans le cerveau? Est-ce que c'est en surface ou c'est profond? Si c'est profond, on le voit moins. Alors, ça va prendre des électrodes implantées, ce qui est fait en chirurgie, là, c'est pas nous autres qui fait ça. OK? Une petite lésion n'affectant que quelques neurones dans une partie profonde du cerveau ne produira pas de champ électrique assez grand pour être enregistré. Mais une lésion affectant plusieurs milliers, même milliards de neurones aura plus de chances d'être captée par des électrodes de surface. Un autre facteur important affectant l'expression graphique de l'anomalie est la vitesse de développement du processus pathologique. On va parler par exemple d'une tumeur. Okay? Si c'est une tumeur qui se développe très lentement, elle reste petite, donc ça va prendre plusieurs années avant qu'elle soit enregistrable, hein, qu'elle soit visible sur notre tracé de EEG. Dans les cas de tumeurs néoplasiques, là, comme des cancers, des tumeurs malignes, bien, ça se développe rapidement. Okay? Certains types se développent très rapidement. Alors, on pourrait, l'EEG devient quand même un bon outil pour aider au diagnostic. Qu'est-ce que l'on retrouve dans un EEG anormal? Une fois que les artefacts et les éléments inhabituels normaux ont été identifiés, on peut considérer les éléments suivants comme anormaux. Okay? On a des asymétries d'amplitude ou des ralentissements entre deux régions homologues du cortex. Exemple, activité 8 Hz à T3, T5, comparativement à de l'activité de 15 Hz à T4, T6, à l'éveil, les yeux ouverts. OK? Donc, sur un côté, T3, T5, on a du 8 Hz, puis à droite, T4, T6, on a du 15 Hz. Ça marche pas. OK? C'est un exemple comme ça. Donc, on compare ce qui se passe sur le côté gauche doit être sensiblement symétrique sur l'hémisphère droit. Ensuite, on a des anomalies de distribution d'une fréquence par rapport à sa région et à l'état de conscience du patient. Exemple,
la présence de l'alpha en région postérieure à l'éveil, est normale, tandis que du delta est pas normal à l'éveil. Chez l'adulte, toujours. La relation, on va vérifier la relation entre la distribution des fréquences d'activité par rapport aux états de conscience. Un patient s'endort en REM ou en stade, un patient s'endort en REM ou en stade 3 sans passer par les stades 1 et 2. C'est pas normal. Un patient doit s'endormir par le stade 1, après ça passer 2, 3, 4 et puis REM. Alors, des patients qui s'endorment, donc vous faites un EEG, le patient s'endort tout de suite en REM, OK? Ou bien tout de suite en stade 3, ben c'est un patient qui a des problèmes de sommeil. C'est pas normal. Une autre anomalie, l'absence de réactivité aux stimuli ou distribution d'un rythme physiologique. OK? On ferme les yeux, on ouvre les yeux, il n'y a pas de... l'alpha répond pas, par exemple. Ça, c'en est un. Il y a des ondes lentes, le patient s'endort, il y a des ondes lentes, on le réveille, et puis les ondes lentes persistent. C'est pas normal. Okay? Modification de la réactivité témoignant d'une altération des systèmes assurant la régulation de la vigilance. Donc, modification de la réactivité, donc c'est un petit peu ce qu'on disait là, souvent absence de réactivité aux stimuli. Des fréquences qui ne correspondent pas à l'âge du patient, comme du delta brush, on a ça à 2 mois, mais on n'a pas de delta, c'est-à-dire du delta brush, on a ça à 32 semaines, 34 semaines là, de gestationnel, mais à 2 mois, c'est anormal. Ensuite, on a des réponses excessives ou anormales aux épreuves d'activation. On fait une SLI, et puis on se retrouve avec des pointes, puis des ondes lentes, là, soit sur un côté ou soit généralisées. C'est pas normal. OK? Parce qu'à la SLI, on devrait avoir un entraînement bilatéral de l'alpha en région occipitale. Puis si on n'a pas d'entraînement, bien c'est normal aussi, mais on ne devrait pas avoir de pointe épileptique. Des éléments qu'on appelle paroxysmaux. Ensuite, on a l'apparition de nouveaux éléments de type paroxystique, voilà, ou des ondes lentes qui ne correspondent pas à l'état de conscience. On peut retrouver des modifications des caractéristiques topographiques, physiologiques des activités rythmiques. En d'autres mots, on va avoir une désorganisation des activités. Il faut se rappeler que les changements EEG peuvent être diffus, localisés, latéralisés, focalisés et multifocaux. Il faut toujours spécifier la distribution. Une électrogenèse anormale peut être désorganisée, peut être non réactive, peut être asymétrique, peut être ralentie, peut être déprimée, c'est-à-dire de basse amplitude. Peut aussi inclure des graphoséléments paroxystiques. Ces différentes situations peuvent être observées de manière non exclusive et n'épuisent pas toutes les configurations. Ceci constitue une sémiologie complexe, d'autant plus déroutante que l'on a l'habitude d'interpréter des variations d'amplitude d'un signal plutôt que ses variations fréquentielles. C'est pris dans la pratique de l'EEG de l'auteur Villon et Drury. Je vais mettre des photocopies, des fichiers de photocopie sur le site. Villon, c'est un petit peu plus poussé, mais lui, il va aller chercher, il explique en allant chercher le pourquoi des choses. C'est très, très bien écrit, puis je vous encourage fortement à aller lire les références que je vais vous mettre sur le site. L'activité EEG peut parfois sembler anormale en début d'enregistrement, mais ce n'est que lorsque l'enregistrement est complet qu'on peut se permettre de formuler une impression et de conclure. Il faut réaliser les épreuves d'activation comme l'HV, la SLI et tester la réactivité de l'axe réticulo-thalamique avec l'ouverture et la fermeture des yeux.
Ces techniques d'activation permettent d'observer une réorganisation des activités qui parfois n'apparaissent pas en début d'enregistrement, comme c'est souvent le cas chez la personne anxieuse. Si on se souvient, chez la personne anxieuse, on a tendance à avoir des tracés microvoltés composés principalement d'activités rapides de basse amplitude. Alors, quand on va faire une HV, ça va aider à détendre le patient. La SLI, on peut voir que, ça peut faire apparaître l'alpha en région postérieure, puis on va mieux le voir et puis l'analyser. Et aussi l'ouverture-fermeture des yeux. Donc, chez un patient anxieux, on va favoriser la détente et puis l'HV en début d'enregistrement si possible. Une autre recommandation pratique importante avant d'effectuer un EEG, il faut éviter l'enregistrement dans les 24 heures suivant une ponction lombaire. La ponction lombaire induit l'apparition d'ondes lentes prédominantes en région antérieure. Ces ondes lentes peuvent être confondues avec des ondes lentes pathologiques, indiquant une souffrance cérébrale. Puis dans les notes, vous allez voir, là, j'ai... attendez, je ne sais pas si l'écran va apparaître encore, là. Mais j'ai mis un graphique avec une ponction lombaire. Alors, un patient qui subit une ponction lombaire, ce matin, par exemple, vers 11 heures, le médecin le demande un EEG. Quand est-ce qu'on pourra effectuer la procédure? Mais il faut attendre 24 heures. Aussi, un patient présentant un état fébrile au moment de l'EEG peut présenter des ondes lentes similaires à celles induites par la ponction lombaire. Il est préférable d'attendre que la fièvre soit passée pour réaliser l'enregistrement. Dans le prochain podcast, on va avoir la classification des anomalies. Et puis, c'est vraiment, ça c'est la base de l'analyse du tracé, des tracés anormaux. C'est un chapitre qui est quand même assez important.